Pour clore notre nouvelle rubrique correspondante, Marion a interviewé Alexandra, une femme transgenre qui habite à Aubusson dans la Creuse avec sa femme Florence. Ensemble, elles ont abordé les difficultés du parcours trans dans une société encore très cis-hétéro-patriarcale et sur un territoire rural. Alexandra, que l'on soit lesbienne, bi ou trans, est-on une femme de la même manière? On est de la même manière dès le moment qu'on a sa carte d'identité et que ça a été validé par le juge. Même si c'est pas validé, je veux dire, c'est ce que la personne ressent. Si elle ressent qu'elle est une femme, elle doit être une femme, c'est tout. Personne n'a le droit de juger. Comment te sens-tu intégrée en tant que femme dans cette société? Très mal, très mal, parce que j'habite dans une petite commune et mon employeur m'a fait croire qu'il allait m'aider et maintenant en fait on me met des bâtons dans les roues. Comment veux-tu qu'on t'appelle? On t'appelle comment? On dit que de toi que t'es une femme trans? Une femme trans, moi ça me dérange pas, comme ça aide aussi pour les autres parcours des autres personnes. Parce que je me dis que je suis femme, oui, mais j'ai fait un parcours transgenre, donc je suis femme transgenre, ça me dérange pas. Ton parcours et transition étaient semés d'embûches. Est-ce que c'est cela qui t'a poussé à œuvrer pour aider d'autres personnes de cette communauté LGBT? Je me suis rendu compte que c'était un vrai parcours du combattant. Tous les jours, il faut se battre. Dès que tu te lèves le matin, ton parcours commence. Et tu dois surtout te battre contre ton corps, mais surtout contre les cons. Désolé pour ce petit mot, mais c'est pour ça que j'ai décidé d'aider les gens. Justement, pour aider ces personnes de la communauté LGBT, qu'est-ce que tu mets en œuvre? J'ai une fille sur Aubusson, déjà qui est transgenre, donc, et après j'espère aider d'autres personnes comme ça. Que pourrais-tu conseiller justement à ces femmes pour qu'elles se sentent bien dans leur peau? Jamais désespérer, quoi qu'il arrive. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut toujours se battre pour ce qu'on a envie de faire. Je me dis que la vie est assez courte. Moi, j'ai perdu 30 ans de ma vie. Et je me dis que voilà, à 30 ans, j'ai plus de questions à me poser, je fonce. C'est sûr que c'est pas tous les jours facile, mais je me bats tous les jours contre ce corps et contre les gens, les imbéciles, qui ne comprennent pas. Et je me dis qu'un jour, peut-être qu'ils comprendront. Florence, bonjour. Tu es la femme d'Alexandra. Comment acceptes-tu cette transition, ce changement de sexe? J'ai très bien accepté parce que je suis assez ouverte d'esprit. Bon, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Comme à notre travail, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes et tout. Je vais pas non plus tout énumérer, mais bon, ça a été un parcours difficile, bien pour Alexandra que pour moi, même si je suis pas une femme transgenre, mais je la soutiens à 100% et elle aura mon soutien jusqu'à la fin de mes jours, voilà. Et je l'aime. Tu veux qu'on parle de toi comme une femme hétéro, une femme lesbienne? Il y en a certains qui comprennent pas et dans mon entourage, mais moi, pour moi, je me considère comme une lesbienne. Ça change rien du tout, ça pose pas de problème du tout, ce soit dans ma vie de tous les jours, dans ma vie privée, sentimentale, ça ne change rien du tout. Oui, mon lundi. Oui, mon lundi. Place à présent à une de nos correspondantes, Marion Gemot. Marion est allée interviewer Beryl Esbraya. Beryl est trésorière d'une association LGBT en Auvergne, Queer Auvergne. Dans cette interview, Beryl nous parle de son militantisme ainsi que des discriminations envers les femmes lesbiennes et les femmes transgenres. Le 25 juillet dernier, l'association Queer Auvergne organisait un pique-nique des fiertés. Rencontre avec Beryl, sa trésorière. J'ai pris conscience très très tard que je n'étais pas hétéro. Et j'ai pris conscience encore plus tard que je me sentais pas complètement une femme cis. À Clermont, ça devenait un peu un désert LGBT, donc pour pas que ça empire, eh ben, j'ai dit je vais m'engager là-dedans. La notion de femme varie-t-elle selon que l'on soit cisgenre ou transgenre? Une femme, c'est une femme, qu'elle soit cis ou qu'elle soit trans. Tout simplement, je pense que les femmes trans, elles subissent la double peine d'être et femmes et trans, puisque bon, elles vont subir en plus du sexisme toute la transphobie, tout le cissexisme. Que constates-tu dans l'évolution de ces discriminations? Et quel public est le plus visé? C'est qu'il y a beaucoup de micro-agressions qui ne seront pas forcément comptabilisées dans les statistiques que SOS Homophobie fait chaque année. En 2018, c'est des élèves d'un lycée privé qui nous ont contactés parce qu'elles s'étaient embrassées avant d'aller en classe. Elles avaient été convoquées chez le proviseur, enfin bon, quelque chose de complètement disproportionné. Il y a encore beaucoup de lesbophobie. Il y a une espèce,
aujourd'hui, il y a une espèce d'acceptation par la société de ce que la société entend être le bon gay, qui doit être un homme blanc, un peu comme Michou, ou un peu comme Florian Philippot, voilà, le bon gay correct qui plaît aux hétéros. Les lesbiennes, bon, ça passe encore mal parce que, bon, on vit en patriarcat, et voilà. Et alors, les personnes trans, on dirait que là, tout le monde d'un seul coup est en train de se réveiller, et que certains commencent à se dire, mais ah ouais, mais en fait, on est vachement transphobe, et que d'un autre côté, cette transphobie, si avant on ne la voyait pas, c'est parce que beaucoup de personnes restaient au placard, ou alors que dans le cas des personnes qui sont pas au placard, qui vivent dans leur transidentité, qu'elles n'osaient pas en parler tout simplement. Et à noter qu'en 2019, c'était 256 agressions contre les personnes LGBT qui ont été recensées sur l'ensemble du département du Puy-de-Dôme. lundi. On ouvre une fenêtre dans notre émission sur les Gouines en politique avec un reportage de Marion Jumeau sur une association qui vient de naître dans le Limousin. Le Limousin fait figure de parent pauvre en ce qui concerne l'accompagnement des personnes LGBT. Une association vient d'ailleurs de se créer pour ce début 2021. Rencontre avec Elena, sa cofondatrice. L'association est récente. En fait, au début, on s'est rencontrés autour d'un potentiel collectif. Et on s'est rencontrés à quelques personnes. On avait vraiment constaté qu'il n'y avait aucune association LGBT sur le territoire. Et on a décidé de monter une vraie association, un vrai statut associatif récemment, en fait, pour mettre en place des événements artistiques, des fêtes, pour mettre en place des espaces de rencontres, pour également envie de visibiliser les communautés LGBT, que ce soit plus un problème d'être LGBT ou être trans, être dans un espace public. Un projet qui s'appelle le projet Arc-en-Ciel. Le projet est de proposer en fait aux mairies du territoire de la Creuse de hisser le drapeau arc-en-ciel le 17 mai prochain pour la journée contre l'homophobie. Voilà, donc l'idée c'est de créer du débat en fait au sein des mairies et chez les élus, de questionner en fait sur l'acceptation de la communauté LGBT sur le territoire. Et pour l'instant, on a quand même pas mal, pour une première édition, on est presque à un tiers de la population couverte. Dans un milieu rural comme la Creuse, les discriminations envers la communauté LGBT sont-elles différentes qu'en ville? J'ai vécu à Paris et en espace public, il m'est arrivé d'embrasser une fille et, je cite, de me faire à moitié cracher dessus et traiter de chétane ou de salope ou de... voilà. Donc ça m'est arrivé à Paris dans un contexte de rue. C'est plus sous-jacent, par exemple, dans des propos, en fait, que je peux entendre, en fait, comme, je sais pas, sale PD ou des trucs, voilà, qui reviennent dans le langage et une espèce de violence latente. Quel a été ton parcours de militante LGBT? C'est assez nouveau que je m'investisse vraiment dans une association. À Paris, moi je fréquentais des milieux lesbiens par exemple, type la mutinerie ou voilà ce genre de milieux-là, sans forcément prendre part à un militantisme fort à Paris. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle La Vulva. A priori, on va se renommer Rose Canine pour dégenrer un petit peu le nom. En fait, c'est un collectif d'herboristes. On est 4 herboristes à travailler sur les plantes et notamment la gynéco et l'uro par les plantes. Si on veut vous contacter, on fait comment? On a une page Facebook, on s'est dit que comme ça les jeunes du territoire au fin fond de la campagne pourraient nous trouver facilement, donc il s'appelle LGBTQIA+ Creuse, où il y a notre mail et un numéro de téléphone pour nous joindre si besoin. Oui, mon lundi. Vous êtes toujours sur Oui mon lundi avec nos invités Rizzo Boring du Tarn et Clémence qui est en Aveyron. Alors Clémence, tu milites dans le collectif Les Bonnes Débroussailleuses, on l'a dit, et vous avez organisé la toute première marche des fiertés avéronnaise en mai dernier à Villefranche de Rouergue. Vous, on va en parler tout de suite, mais vous n'étiez pas les seuls à réunir des foules pour la première fois dans des endroits assez reculés. On écoute donc tout de suite un reportage sur la Pride organisée à Guéret dans la Creuse, réalisé par Marion.
Fin juin, l'association LGBTQIA+, de la Creuse organisait sa première marche des fiertés à Guéret. Un événement qui a dépassé toutes les espérances des organisateurs avec un peu plus de 300 personnes présentes. De Clermont, peut-être de Montluçon, de Limoges, de Poitiers, et du Berry, exactement, j'ai vu un t-shirt Berry. C'est normal d'être LGBT, qu'on est juste humain. Voilà, c'est tout à fait ça, pour montrer qu'on existe, qu'on est toujours présent et qu'on en a prévu de se battre jusqu'au bout. J'attends que ça s'évolue, que ça dure et que voilà, il ne faut pas laisser tomber. Et moi je dis que c'est très très bien parce que Guéret, c'est vrai que c'est un peu triste. Et c'est formidable ceux qui organisent ça, c'est vraiment... Mais j'ai eu la chance de connaître par mes amis qu'ils ont le journal, je sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas de pub. En France, c'est pas comme certains pays où alors vraiment c'est interdit et tout. Mais enfin, il y a encore de la discrimination, malheureusement. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais on a eu la chance d'avoir le mariage pour tous. J'ai envie de dire, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Je suis une guérettoise, vraiment pure souche depuis je sais même plus combien d'années. Donc j'ai toujours voulu qu'il y en ait eu une ici à Guéret. Et enfin, il y en a une. Alléluia, quoi. C'est miraculeux, ouais, c'est cool. Depuis le temps qu'on l'attend. Ouais, montrer qu'il y a des personnes LGBT à la campagne et qu'on est là et qu'on existe. Et qu'il n'y a pas que Paris, qu'il n'y a pas que les grandes villes, et qu'on peut également vivre sa vie et être ce qu'on est dans le trou du cul du monde. Déjà, mettre un drapeau, ça a été pas accepté par tout le monde. Alors, on imagine bien que d'avoir des actions de soutien et de protection et de bienveillance vis-à-vis des minorités comme peut être ici. Toutes les minorités, ouais. Ça... Oui. Ah non, puis alors là, il y a du chemin à faire quand même. Hein. Il y a du chemin à faire en éducation aussi, il y a du chemin à faire... Moi, je suis venue avec mes enfants, par exemple. Voilà, c'est pour leur montrer qu'on peut tous être fiers de quoi que nous soyons, quoi que nous ayons décidé d'être. On peut être fiers de soi et les autres doivent nous regarder avec bienveillance. Entre réactions positives, échanges et slogans revendicatifs, une journée de fête pour ces minorités LGBT. Voilà, nous on est LGBTQIA+, Creuse, donc on est une asso qui est née cet hiver. On a ressenti le besoin de constituer une asso LGBT parce qu'il n'y en avait pas sur le territoire, donc c'est la première. Et c'est la première Pride qu'on organise, on est hyper contents. Assez cette société qui ne respecte pas les consignes LGBT. Alors un grand merci à Marion, une de nos correspondantes, qu'on remercie pour ces sons qui nous font voyager. Elle nous fait aller à Guéret. On aura un autre reportage à Limoges qu'on va diffuser en bonus sur notre site. Et donc c'était la première Pride à Guéret. Et Clément, c'était comment la première Pride à Villef? Eh ben franchement, ça sonnait un peu comme à Guéret, de ce que j'ai entendu dans le reportage. On était pareil, à peu près 300 personnes. Où est mon lundi? Votre phare dans la nuit. À l'occasion d'une manifestation visibilité des communautés LGBT, rencontre avec Evelyne, trésorière du collectif Limbo. Et donc nous avons créé ce collectif en 2011 et l'idée c'était de fédérer toutes nos associations en fait pour avoir plus de pouvoir et de visibilité pour la lutte contre les LGBT-phobies. Voilà. Comment vous est venue cette idée de faire une marche aujourd'hui? Alors l'idée c'est surtout que notre objectif depuis 3 ans, nous nous battons pour faire ces passages piétons arc-en-ciel. Donc on en a 2 magnifiques, un à la préfecture, l'autre à Limoges. Et pour l'inauguration, on a voulu faire cette petite marche pour en fait avoir un peu de visibilité dans la ville. Bon, Limoges, le Limousin, ce sont des endroits quand même qui sont assez malheureusement homophobes et fermés. Donc on cherche la visibilité par tous les moyens. Voilà. On peut croire comme ça que Limoges c'est une ville tranquille, mais en fait quand on voit les réactions sur les réseaux sociaux des passages piétons, on se dit qu'on fait bien de se battre parce qu'il y a encore énormément de travail. Oui, il y a de la haine, il y a clairement de la haine. Tu attends quoi de ces retombées, de cette marche d'aujourd'hui? On attendait déjà le plaisir d'avoir du monde pour la marche. Bon, tu vois le résultat.
Il faut dire quand même clairement qu'en Limousin, les homosexuels sont très cachés, hein, très très cachés, et là ça se voit une fois de plus que le résultat risque de ne pas être à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc on attend de la visibilité, on attend qu'enfin on parle de nous, et surtout que les homosexuels limousins s'ouvrent un petit peu, arrêtent de se cacher et viennent nous rejoindre. Cette marche n'a attiré que 150 personnes. Voici quelques réactions récupérées dans ce cortège. Ce que j'attends, c'est déjà de la visibilité à Limoges un peu, puisque beaucoup de gens ne sont pas habitués à voir des drapeaux LGBT, ne savent même pas ce que c'est. Et donc je trouve que c'est important de déjà montrer, et ensuite de montrer qu'on est beaucoup, que on n'est pas une personne parmi tant d'autres, on est vraiment beaucoup, et que du coup c'est important qu'on se regroupe et qu'on montre qu'on est une communauté et qu'on montre qu'on fait partie en fait de tout le monde, qu'on est monsieur tout le monde et madame tout le monde. Eh bien, la reconnaissance officielle de toutes les communautés LGBTQI+, hein, parce que c'est quand même important aujourd'hui au XXIe siècle qu'on se fasse voir, qu'on soit reconnu partout, comme ça dans les discours, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, c'est quand même hyper important et il faut se battre, et les symboles qui sont imposés aujourd'hui, qui sont de plus en plus dans diverses villes, comme ces passages arc-en-ciel et d'autres manifestations comme les Gay Pride, des choses comme ça, sont des moyens de nous faire reconnaître aujourd'hui. Ça paraît hyper important que ça existe et que ça se prolonge encore plus loin dans le futur. Je vous propose maintenant d'écouter ces quelques propos de la députée de Limoges. Ces débats et les combats contre la non-discrimination, ils doivent irriguer le territoire national, mais ils doivent aussi aller plus loin, et notamment en Europe, puisqu'on voit qu'en Europe, très près de nous, certains gouvernements posent des propos, des actes qu'il nous appartient de dénoncer. Nous devons reconnaître que la présidente von der Leyen les a dénoncés au nom de l'Europe, et c'est important, mais ce combat, il doit dépasser aussi simplement la France, rayonner à toute l'Europe et au-delà. Coup de mon lundi. Votre phare dans la nuit. Alors c'est une émission qui fait décidément la part belle à la Creuse, puisque Marion nous propose un reportage sur la marche des fiertés de Guéret, chef-lieu du département de la Creuse. On écoute les participants de la marche qui racontent à Marion, notre correspondante, pourquoi elle manifeste. Même le petit département organise les marches des fiertés. C'est le cas de Guéret, avec un deuxième événement plus fourni que celui de l'an dernier. Retour sur l'agenda LGBT voulu par le nouvel ordre mondial, avec Elena, cofondatrice de l'association LGBTQIA+, de la Creuse. Non, puisque, nous en tout cas, on a envie de revendiquer des choses politiques fortes. Par exemple, cette marche, elle était en l'honneur de Bakary Diakité, qui est en fait un ami réfugié à nous, qui est homosexuel et qui n'a pas pu, qui ne peut pas rester sur le territoire français car son histoire n'est pas écoutée. Donc voilà, nous on est dans des considérations quand même politiques aussi, qui ne rentrent pas, je pense, dans la politique gouvernementale actuelle. Donc nous voilà, on milite pour une société plus inclusive, et aussi une observation des dossiers plus bienveillante. J'ai du mal à dire, peut-être ça veut bien dire des choses, plus bienveillante et singulière aussi, que les institutions, que sont l'OFPRA et d'autres, bien d'autres, que les administrations prennent plus de temps pour les observations de dossiers, que ce soit pour des personnes LGBT ou pas, réfugiés. C'est sûr qu'on observe une espèce
de fashionisation des milieux LGBT actuellement. Et faut pas oublier que à la base, dans LGBTQIA+, il y a le mot queer, donc déviant. Et voilà, nous, il faut qu'on prenne en compte toutes nos différences et qu'on essaie de s'entraider dans ces différences. Et voilà, donc il faut effectivement lutter contre une normatisation, si j'ose dire, des LGBT. Et il faut continuer, voilà, à affirmer nos différences, mais également aussi être unis là-dedans. Oui, revient avec nous sur la difficulté qu'ont les jeunes à vivre leurs différences. Dire aux jeunes que genre on a le droit d'être qui on veut et du coup leur donner cette opportunité, cette sécurité de pouvoir s'exprimer parce que du coup il y a encore beaucoup de honte et de préjugés au sein des collèges, des lycées, et il n'y a pas assez de gens qui en parlent en fait. Aujourd'hui je suis hétérosexuelle, mais demain ça pourrait changer et on n'est pas fixe dans notre genre de sexualité. Miss Pays Creuse nous confie son témoignage sur sa bisexualité et sur son rôle pour faire évoluer les mentalités. Au début ça a été très compliqué, donc du coup j'avais 16 ans quand j'ai découvert ça. Et c'était du coup il y a 15 ans, donc très compliqué, les gens n'étaient pas très ouverts, surtout dans mon lycée, harcèlement, les filles me disaient « Ah tu me regardes sous la douche », des choses comme ça, vu que j'étais interne. Donc très compliqué, mais maintenant beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement depuis 5 ans quand même. Je suis pas là pour non plus dire de forcer les gens, quoi que ce soit, mais je suis là quand même, je suis en espèce de modèle et du coup... ça peut peut-être délier des langues, ça peut peut-être aider à certaines personnes de faire leur coming out et peut-être accepter aussi les parents, la famille à accepter et avoir un modèle qui le prône, ça peut être un avantage pour eux. Alors les amis, il y en a beaucoup qui sont partis à ce moment-là, ils ont eu peur du coup que ça soit contagieux peut-être. Et du coup ma famille très bien. Mes parents avaient un peu de mal peut-être. Mais du coup, non, ma mère, très contente, m'a dit que ça soit avec un homme ou une femme. L'important, c'est que tu sois heureuse. En fait, on ne choisit pas, en fait. Comme on ne choisit pas le fait de naître homme ou femme, en fait. C'est en nous, c'est dans nos gènes. Ça sert à rien de se voiler la face, comme je dis, parce que le nature revient toujours au galop. Donc, moi, j'aimerais que les personnes assument ce qu'elles peuvent, en fait. Et c'est dommage de maintenant de faire son coming out, c'est dommage de prendre ses parents ou ses amis, dire bon ben voilà j'aime les femmes, ça devrait vraiment être plus normal et ça devrait être vraiment plus banal à l'heure actuelle. Déjà il y a des dessins animés qui commencent à prôner le garçon avec des bisous garçon, des bisous fille, et je trouve ça très bien parce que la dernière fois justement je prends l'exemple de mon petit neveu, il a vu un petit flash qui est passé à la télé avec une fille et un garçon qui s'embrassent, ça fait un cœur. Une fille, ça fait un cœur, et un garçon, et ça fait un cœur. Du coup, mon neveu était se posait des questions en disant mais comment ça se fait, tata. Et du coup, je lui ai expliqué qu'en fait, que tout le monde peut aimer tout le monde, que c'est pas parce que t'es une fille que tu veux aimer un garçon, et que du coup, ils l'ont très bien pris. Et maintenant, il dit à tout le monde que l'amour existe, l'unisexe en fait. On peut aimer, on n'est pas forcément obligé de tomber amoureux d'un sexe, mais d'une personne, tout simplement. Est-ce que ça ne peut pas créer des émotions confuses, des manipulables? Si, bien sûr, comme tout le monde, il y a des gens qui sont beaucoup plus influençables que d'autres, il y a des gens qu'on peut manipuler plus facilement que d'autres, il y a des gens qui vont se chercher aussi, qui vont dire tiens j'aime les filles alors que pas du tout, ça va être par période. J'ai eu ma petite nièce, moi c'était par période, elle était avec une fille, maintenant elle dit en fait non, j'aime pas les filles, ils se cherchent et pourquoi pas, qu'ils essayent et tant mieux, ils n'auront rien à regretter plus tard. Je pense qu'ils devraient essayer, s'ils peuvent, s'ils ont le choix et qu'ils ont la possibilité de le faire, qu'ils le fassent, quoi. Qu'ils s'amusent et qu'ils se prennent pas la tête. Plus loin, un collectif de plusieurs associations organisait sa seconde marche des fiertés à La Rochelle. Retour avec Laura sur la genèse de cet événement. C'était attendu depuis longtemps par les associations et là c'est la deuxième année. L'année dernière on a amorcé cette première organisation avec l'appui de la ville de La Rochelle. Et c'était très attendu par les associations depuis longtemps. Là, on voit d'ailleurs qu'on s'est fait complètement dépasser l'année dernière. On attendait 1000 personnes et en fait, il y a eu plus de 2000 personnes qui étaient présentes. Beaucoup de jeunes qui ont envie de revendiquer et d'affirmer, de montrer
leur orientation sexuelle ou identité de genre, envie d'être libre d'être qui on est, voilà, et que en fait il y a un grand besoin de pouvoir d'affirmer, aimer qui on veut, être qui on est et se sentir bien avec soi-même et vis-à-vis des autres. C'est aussi l'occasion de se poser la question sur comment vit-on son homosexualité en Charente-Maritime. Pour mes amis, c'est plutôt eux qui m'ont fait que de me dire depuis que je suis petite que j'étais lesbienne, donc j'ai pas trop le choix. Et pour ma famille, ils s'en fichent un peu, mais ils ont peur. Je dirais que ma mère elle a plus peur que je me fasse agresser, que je me fasse taper dessus. Mais au final, à part ça, elle est tolérante et tout là-dessus, elle s'en est toujours foutue de ce que je pouvais faire. Même si j'imagine que ça aurait été mieux si j'avais été avec un homme, peut-être. Mais sinon elle me fait pas de remarques, jamais elle m'aurait mis à la porte pour ça. Enfin, j'ai de la chance là-dessus. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'y vais aujourd'hui parce qu'il faut pas oublier que ça a été un événement dur à l'époque et on s'est battu pour pouvoir justement avoir des droits. Mais aujourd'hui, c'est pas que ça. Il y a aussi l'esprit festif et tout. Et l'esprit festif nous rassemble parce que techniquement, dans la joie, on est à peu près tous heureux au même endroit, donc ça va. On est à ce point commun tous ensemble et on le sait. Et du coup, la marche des fiertés, c'est le moment où on peut justement en discuter, où on peut être bien avec tout le monde. Là où on pourrait pas forcément l'être dans la rue. J'aurais même plus de division dans la rue avec des gens que je connais pas du tout, qui sont tous vraiment à l'opposé de temps en temps, qu'à une marche des fiertés où on est censé être à peu près tous pareils. À la place de restreindre des libertés comme quoi les gens ils devraient tous mettre quelque chose par exemple sur eux ou des choses comme ça, moi je pense qu'il faut les ouvrir les libertés et autoriser justement aux gens d'être tous eux-mêmes et de s'ouvrir aux gens, de s'enlever leur peau s'ils veulent et de pas au contraire empêcher les gens de faire les choses parce que c'est juste dommage, c'est stupide, il y a plein de pays où ils sont comme ça et personne ne les embête et là on viendrait nous embêter pour ça, ça n'a pas de sens. Honnêtement, il y a des personnes qui l'acceptent pas, mais je le vis énormément bien. Je revendique le droit de tout le monde. Tout le monde a le droit d'être ce qu'il est. Ça a été un peu compliqué de déjà l'assumer par rapport à moi-même, mais après, maintenant ça se passe bien. Être une femme trans poser certaines difficultés, comme l'évoque ce témoignage. Comment je le vis personnellement, je le vis pas beaucoup. Parce que à part comment dire, je suis pas out auprès de beaucoup de monde en fait. Je suis encore en mode masculin, on va dire entre guillemets, au travail déjà. Donc beaucoup de mes interactions familiales, bref un peu partout. Il y a que, on va dire, mes parents, deux collègues, et puis les gens de la sauce LGBT qui sont au courant bien sûr. De peur du regard des autres et un rapport compliqué au corps, tel est le quotidien de ces femmes trans. Coup de mon lundi. Votre phare dans la nuit. La petite commune réelle organisait cette fierté rurale. Près de 700 festivaliers, soit presque le double de la population de ce village, aussi bien de Poitiers ou Châtellerault que de Lyon, Toulouse ou Lille. Une première édition largement réussie pour les organisateurs. Cet événement était l'occasion de la signature d'une charte avec l'association des maires ruraux de France. Écoutez Jérémy en parler. Dans la charte, il y a premièrement soit de mettre en place un programme pour la visibilité et pour l'insertion des LGBTQ+, dans les milieux ruraux. Donc soit en reprenant le plan national, soit en créant leur propre plan au niveau local. D'avoir des représentants aussi dans les différentes communes qui pourront mettre en place et suivre la progression de la mise en place de cette charte. Il y a aussi le fait de refaire monter au procureur de la République et à Stop Homophobie l'ensemble des plaintes touchant la communauté LGBTQ+, pour avoir un suivi, pour pouvoir être mieux traité, parce que Stop Homophobie accompagne aussi toutes les personnes qui sont victimes d'agressions LGBT-phobes. Donc il y a aussi ce point de vue-là pour créer plus de cohésion et plus d'accompagnement. Initiative saluée par les festivalières elles-mêmes, Lou, Alice et l'autrice Flo Cournet dans l'ordre. En vrai, ça fait plaisir. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui attendaient des choses comme ça et de pouvoir participer à des prides, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive dans les grandes villes. Mais des gens queer, il y en a partout en fait.
chose que je vivais quand j'habitais en campagne, en tout cas. C'est pas quelque chose que je voyais et c'est pas quelque chose auquel je pouvais m'identifier, trouver des modèles et juste trouver des personnes, en fait, des partenaires difficiles aussi, en fait. Oui, je pense que c'est génial que ça s'ouvre aux milieux ruraux parce que ça permet. Les prides, c'est toujours un moyen à la fois de se retrouver, de se rencontrer avec nos communautés, nos familles, nos amis, et à la fois c'est aussi un moyen de faire valoir nos droits au-delà des milieux urbains sur lesquels on est actif toute l'année. Moi, je trouve ça génial parce que je viens d'un petit village de Vendée et je trouve que c'est important de montrer qu'on existe, les LGBT à la campagne. Donc voilà, dès que j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut que j'y aille parce qu'il faut montrer qu'on est là aussi et que tous les LGBT sont pas tous les queers sont pas en ville. Mon coming out s'est bien passé. Je suis auteur de livres LGBT, donc je me suis servi des livres pour faire mon coming out. Donc comme j'étais déjà, je parlais déjà beaucoup de la communauté, personne n'a été étonné. C'est ça, c'est vraiment dans un but de visibilité que j'inclus des personnages hauts en couleur dans mes romans. Et mon but c'est vraiment de montrer qu'on est là, on existe et on est normaux. Drag Queen, Tati Galaxy et la Corps Drag reviennent sur cet événement atypique. Oui, bien sûr. C'était important le fait de savoir que c'était en ruralité, c'était important c'était pas un challenge, mais c'est de dire, on va se montrer où là on n'est pas forcément justement aussi visible qu'en grande ville, qu'en métropole, qu'à Paris, etc. Et du coup, oui, c'était encore plus intéressant, mais justement, je savais qu'il y aurait cette bienveillance de la part des gens et qu'on a justement des choses à montrer, parce que à part la télévision, justement, c'est important de leur montrer ce qui existe en réel. Je suis là aussi pour montrer qu'une drag queen, c'est pas ça peut être du maquillage, des talons, des costumes, des plumes, des paillettes, mais qu'on n'est pas forcément là pour se montrer nous-mêmes, pour montrer qu'on est la plus belle ou autre, c'est pour